Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Le vendredi 109 a vu une nette augmentation du nombre de hirakistes sur le terrain, toujours avec le même pacifisme, mais avec une ténacité, une détermination renouvelée et plus forte. Nous avons même observé aussi que dans certaines villes du pays où le Hirak était timide, une nette recrudescence du nombre de marcheurs en solidarité avec le pays tout entier. C'est un signe positif d'une extrême importance pour la suite de la Révolution, ou le Hirak. La journée 109 du Hirak a coïncidé par ailleurs au 19 mars 62, date symbolique de notre récit national confisqué par ceux qui se couverts d'une légitimité révolutionnaire qu'ils n'ont jamais eue ni possédée ont mis le pays tout entier à plat, ne laissant qu'un champ de ruines tant sur le plan économique qu'institutionnel. Le pouvoir réel devrait s'interroger et prendre la mesure de l'impasse historique dans laquelle il veut mener le peuple algérien. Les élections législatives qui ne lui donneront pas de légitimité, tout comme les scrutins précédents, elles seront au mieux un non-événement, au pire un accélérateur de la crise qui pourrait, hélas, déboucher sur une instabilité généralisée, mettant le pays tout entier en danger. La propagande relayée par les médias du pouvoir n'a aucun impact sur la détermination du peuple algérien à aller vers son destin démocratique pour l'établissement d'un état de droit et des libertés. Le commandement militaire est en face de ses responsabilités pour mettre fin à cette politique antinationale, antidémocratique et proposer sereinement, avec un sens aigu des responsabilités, les ouvertures nécessaires pour entamer un dialogue, une négociation avec les forces vives du Hirak, les vrais et authentiques partis politiques de l'opposition réelle. Il y va de la préservation du pays dans ses formes actuelles, au-delà de ces pistes de sortie de crise qui sont nombreuses par ailleurs, mais qui revendiquent toute une transition démocratique pour envisager la solution de la crise politique dans le cadre du processus constitution que toutes les forces patriotiques et le Hirak réclament. Votre ministre de la Justice et garde des Sceaux commet l'irréparable en instruisant les procureurs généraux de ne pas entamer d'enquête sur la dilapidation des deniers publics et les affaires de corruption sans l'autorisation expresse de la chancellerie et une menace lourde de sens et une provocation sans précédent qui est faite au peuple algérien. Sa démission immédiate est une exigence éthique, d'autant que M. Zarmati est un récidiviste pour avoir menacé publiquement de mettre un cadre en prison, bafouant l'esprit même de la justice qu'il est censé incarner. Voilà, entre autres, le seul projet que vous proposez dans le cadre de la nouvelle Algérie, que vous voulez instaurer contre la volonté du peuple. Comme nous l'avions souligné et observé dans nos précédents éditoriaux, la presse étrangère commence à s'intéresser à ce qui se passe dans notre pays. Beaucoup d'articles plus ou moins objectifs rapportent factuellement ce qui se passe en Algérie, soulignant et louant le pacifisme du peuple algérien tout en commentant objectivement les revendications politiques des hirakistes, ce qui prouve bien que le blocus mis en place par le pouvoir s'effrite pour le plus grand bien de la révolution. Le fond du problème est bien celui de la crédibilité de ces médias. Ces chaînes diffusent des informations non sourcées et ressassent mécaniquement un discours univoque, en décalage complet avec une réalité radicalement modifiée par les technologies de l'information et les réseaux sociaux. Nous sommes en face d'une période charnière nécessitant un sens aigu de la responsabilité. Le compris est encore envisageable, le Hirak a seulement une revendication politique. La transition vers un régime à légitimité électorale sans trucage des scrutins. Le peuple algérien n'a pas besoin de tuteur, il veut simplement exercer son droit à l'autodétermination et à établir un état de droit démocratique et social. دعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش
خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال شاب زوالي متخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافية قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل ما رانا راجعين توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك يا مريتي Algérie, sortir de l'impasse, à quel prix? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Mohsen Belabbas, président du RCD, qui sera avec nous depuis Alger. On aura aussi le plaisir d'avoir Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS depuis Alger aussi. Houssine Djidel, anthropologue et analyste politique, qui sera avec nous depuis Paris via Skype. Et Nabila Smaïl, avocate et militante politique, qui sera avec nous. Elle sera avec nous depuis Alger. Je pense qu'on a avec nous Houssine Djidel, anthropologue et analyste politique. C'est Houssine Djidel, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Shukran. Merci Danasser. Ma salutation révolutionnaire pacifique à tous les hommes et les femmes libres d'Algérie. Yatik Saha. Houssine Djidel, sans tarder, on va essayer de revenir très rapidement sur la journée d'hier, le vendredi 109, qui coïncidait bien sûr avec la journée de la victoire, si on peut dire, 19 mars 1962, une journée historique pour le peuple algérien, pour l'Algérie entière. Quelle est votre lecture par rapport à la journée d'hier? On a vu bien sûr des milliers, des centaines de milliers d'Algériens continuer à marcher, continuer donc à revendiquer un changement profond du régime un peu partout dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Houssine Djidel? Oui, nous sommes très, très confiants et nous avons toujours eu la confiance en peuple algérien. Le peuple algérien a bien décidé de mettre fin à ce régime militaire, à cette mafia militaire. Et donc, il a manifesté hier clairement, que ce soit par le nombre, que ce soit par les slogans, et que ce soit aussi, ce qui est très important à signaler, c'est que des régions et des villes qui n'ont pas l'habitude de sortir, de se manifester, et ont rejoint le Harak. Parce que toute action menée par ce régime est conçue, analysée par le peuple, et le peuple réplique le mardi et le vendredi d'une façon claire et nette. Les décisions prises par ce régime, notamment de protéger les corrompus, essayer de resserrer les rangs, cette situation qui échappe totalement au régime. Le régime ne contrôle plus rien à part les services de sécurité et la justice. La dégradation de la situation économique, sociale, a convaincu une grande partie des Algériens que seule cette révolution pacifique pourra régler leurs problèmes et pourra mettre fin. Et que le problème des Algériens, c'est ce régime militaire, que cette mukhabarat irhabia qui ont la même mise sur l'Algérie, qui empêche ce peuple d'avoir de vivre tranquillement sur son territoire et dans son pays. Donc le message est clair. Le message est clair. Autre chose à noter, c'est que au même moment où les Algériens manifestaient des fois sous la pluie battante, le monde entier, la presse internationale manifeste une deuxième fois et encore
son soutien au peuple algérien. J'ai même remarqué que les médias de certains pays arabes et certains pays qui sont complices de régimes tels que le Qatar, etc., ont changé le discours médiatique. Ils commencent à prendre des réserves, à avoir du doute sur ce régime, d'avoir la main sur l'Algérie. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir du peuple algérien qui a décidé aujourd'hui, d'ailleurs, dans Skikda, à Annaba, à d'autres villes, d'aller encore une fois et de faire le reste de la semaine encore des journées de révolution, et le peuple ne retournera pas chez lui tant qu'il n'a pas restitué sa souveraineté totale et claire. Très bien. Docteur Hassan Djeddel, restez avec nous. Je pense qu'on a avec nous M. Mohsin Belabbas, président du RCD depuis Alger. M. Mohsin Belabbas, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vous et bonsoir à vos deux invités. Merci à vous, M. Mohsin Belabbas. Monsieur Mohsin Belabbas, donc, vous avez tenu votre conseil national aujourd'hui. La décision est sortie et apparemment elle est unanime. Plus de 180 membres du Conseil national ont voté en faveur du rejet du scrutin législatif. On va essayer juste d'écouter ce qui s'est passé dans la salle, là où vous êtes réunis. On écoute donc cette vidéo et je reviens à vous, Monsieur Mohsin Belabbas. Monsieur Mohsin Belabbas, à vous la parole. Ou lâche le vote ou lâche. Donc, vous avez pris la décision de boycotter les élections prochaines qui ont été donc programmées pour le 12 juin. Qu'est-ce que vous avez à dire, Monsieur Mohsin Belabbas? C'est une décision qui était attendue du fait que au niveau du RCD, on est resté constant depuis février 2019. Nous ne reconnaissons pas la feuille de route du pouvoir qui est l'exact contraire de la feuille de route qu'on s'est donnée, nous, au RCD. Nos militants ont décidé dès le départ d'accompagner le Hirak, d'être parmi leur peuple dans la rue chaque vendredi, chaque mardi, pour dire que nous devons rentrer dans une période de transition pour mettre en place des mécanismes qui garantissent l'instauration d'un véritable état de droit démocratique. Depuis 2 semaines déjà, il y a eu un débat au niveau de nos structures de base, au niveau de nos conseils régionaux. La majorité de nos conseils régionaux avaient déjà tranché pour le rejet de ces élections. Donc ce rejet s'est confirmé aujourd'hui au niveau du Conseil national. Voilà. Donc la décision est... Qu'est-ce que vous en pensez donc de la feuille de route du régime, si on peut l'appeler feuille de route, parce que il a annoncé donc la date du 12 juin pour les élections législatives. Il y a des partis qui se disent de l'opposition, qui ont donc soutenu cette décision de faire les élections, d'aller aux élections. Est-ce que vous pensez que, en voyant les images d'hier, et là bien sûr vous étiez dans les marches d'hier qui coïncidaient avec le 19 mars 62, une date historique qu'a connue notre pays. Est-ce que vous pensez que le régime est dans un déni total de la situation? Effectivement, ils sont dans un déni total. Ce n'est pas seulement depuis quelques semaines, mais en réalité, c'est depuis le début de la révolution en février 2019. Toutes les décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui étaient
à côté de la réalité. Ils ne veulent pas écouter le peuple algérien. Ils ne veulent pas discuter à travers un dialogue ouvert, sérieux avec les acteurs politiques et sociaux et avec des hiérarchistes pour réfléchir ensemble sur une véritable feuille qui puisse sortir le pays de cette crise, j'allais dire, de la crise qu'il traverse depuis 1962, une crise de légitimité, une crise d'autorité. L'entêtement des dirigeants actuels était attendu parce que la nouveauté chez les dirigeants algériens, c'est qu'ils n'ont plus de compétences politiques dans leur rang. Ils pensent qu'en décidant d'un certain nombre d'échéances, ils pourront rétablir un minimum de sérénité et de confiance. Ils se trompent, ils l'ont déjà eu à le constater à l'occasion des élections, de ce qu'ils ont appelé élections le 12 juin 2019, puisqu'à l'époque déjà, les Algériens ont massivement rejeté la feuille de route de Kais Salah à l'époque. C'est pareil pour le référendum du 1er novembre 2020. Les Algériens l'ont rejeté de façon massive. Eux-mêmes, ils l'ont reconnu à travers les chiffres qu'ils ont rendus publics. Donc, je considère que ça va être de même à l'occasion de ce qu'ils projettent de faire en mois de juin 2020. Ils ne veulent pas comprendre quelque chose d'important. Nous sommes en 2020. Il n'y a aucun État au monde, il n'y a aucun pays au monde qui pourra réussir une stabilité en l'absence d'une confiance de son peuple. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple algérien ne fait pas confiance au pouvoir de fait, ne fait pas confiance aux institutions, d'autant plus que nous sommes dans un pays où les institutions ont toujours été en panne, et encore plus depuis 2019. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas parler de présidence de la République, nous sommes dans un pays où on ne peut pas parler d'Assemblée nationale, nous sommes dans un pays où on ne peut pas parler de Conseil de la Nation. Il n'y a pas tout ça dans notre pays. Il y a des dirigeants qui, pour la majorité, ont été désignés par des militaires, par un certain nombre de personnages qui ont squatté les centres de décision. On ne peut parler de parlement que le jour où on pourra avoir une Assemblée nationale issue réellement d'une élection libre et transparente, et le jour où on verra que les parlementaires sont capables de déposer des motions de censure contre le gouvernement, initier des commissions d'enquête en le temps, organiser des séances de débat général sur des questions d'actualité. Tout ça, nous ne l'avons jamais vu dans notre pays. Très bien. Et quand il dit, M. Chorfi, donc le président de l'autorité nationale indépendante, il dit qu'il y a plus de 39 partis, 25 listes indépendantes qui ont retiré les dossiers de candidature. Est-ce que vous pensez que, vous avez dit que ça serait la même chose par rapport aux élections qu'on a connues, donc par rapport au 12-12 ou même par rapport à la Constitution? Est-ce que vous pensez qu'ils seront pareil, c'est déjà vu, si on peut dire ça? Mais je ne crois pas qu'on puisse parler d'élections en Algérie. Les élections n'existent pas en Algérie, excepté peut-être pour un certain nombre de circonscriptions où les populations ont eu l'habitude de s'impliquer dans la surveillance massive des élections. Et encore, avec le vote des corps constitués qui a toujours été détourné, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas aussi d'autorité indépendante des élections. D'abord parce que le président de ce qui est appelé maintenant autorité indépendante, il a été nommé par un général, c'est lui-même qui l'a reconnu en décembre 2019, mais aussi parce que la composante, notamment les structures décentralisées de cette
autorités et sont composées essentiellement des mêmes effectifs qui travaillaient dans les élections durant le règne de Abdelaziz Bouteflika et même durant le règne de Zerouane. Donc c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui, d'une manière indirecte, organise les élections. Il n'y a pas d'autorité indépendante d'élection. Et comment qualifier donc, Monsieur Mohsen Belabès, vous marchez chaque semaine, donc chaque vendredi, la reprise du Hirak après donc la suspension à cause de la pandémie. Est-ce que vous pensez que cette reprise, elle est forte, et est-ce que vous pensez aussi que le Hirak jusqu'à maintenant n'a pas été renforcé par un projet politique fédérateur et concret? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, ceux qui se posent cette question, Monsieur Mohsen Belabès? D'abord, il était attendu que le Hirak revienne en force, notamment les marches de vendredi et de mardi. Quand on voit le rejet du scrutin de novembre dernier, c'était un signal comme quoi les Algériens qui étaient sortis dans la rue depuis février 2019 n'avaient pas renoncé à leur révolution. Il y avait une crise sanitaire, ils ont fait avec durant près d'une année. Maintenant, ils ont décidé de reprendre leurs manifestations de rue en toute responsabilité. La mobilisation est toujours aussi importante qu'elle a été durant un certain nombre de vendredis durant le mois, durant l'année 2019. Il y a une conscience collective, il y a une maturité collective, il y a une intelligence collective chez les Algériens qui sortent dans la rue régulièrement. On ne peut pas accuser le Hirak de ne pas avoir de projet. On ne demande pas au peuple algérien d'avoir un projet. Le peuple algérien, il veut pousser vers l'instauration d'un état de droit démocratique, vers un changement de système, mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend des gens de fait, ceux qui ont squatté les centres de décision tant qu'ils s'entêtent à rester sourds à la revendication des citoyens, tant qu'ils s'entêtent à agir en dehors de la raison. Eh ben, le Hirak, il va continuer. Nous avons vu comment, après avoir promulgué une nouvelle constitution, ils ont commencé à la violer. Toutes les décisions qu'ils ont prises depuis le retour du chef de l'État d'Allemagne au mois de février sont des décisions anticonstitutionnelles qui sont intervenues en violation des lois de la République, que ce soit par rapport à la convocation du corps électoral, que ce soit par rapport à la promulgation d'un code électoral qui est censé être une loi organique réservée au Parlement, que ce soit par rapport à la décision de déchoir les Algériens établis à l'étranger de leur nationalité, que ce soit par rapport à l'instruction qui vient d'être envoyée au procureur de la République sur le traitement des dossiers de corruption quand il s'agit de cadres de l'administration. Donc nous sommes dans une violation permanente des lois de la République. Mais le pire, on ne peut pas parler d'élections dans un pays où les médias sont fermés, dans un pays où la justice n'est pas indépendante. Nous continuons de voir que les médias sont fermés. Vous savez, je suis responsable d'un parti politique. Je ne suis jamais passé dans la télévision publique algérienne ou bien la radio publique algérienne. Je suis président du RCD depuis quand même 2012. J'ai déjà été député, mais on ne peut pas parler d'élection dans une conjoncture où on ferme les médias. Donc les médias lourds, en réalité, c'est pareil, même pour la presse écrite. On ne peut pas parler d'élections dans un pays où on refuse d'assigner une bonne fois pour toutes le fichier électoral, alors que c'est un fichier qui a de tout temps été décrit, y compris par les anciens dirigeants eux-mêmes. On ne peut pas parler d'élections dans un pays qui, durant une révolution, refuse
de voir qu'un code électoral doit être débattu par la société, dans les médias, etc., etc., etc. Il y a eu un débat dernièrement, ces derniers jours et dernières semaines, M. Mohsen Belabès, sur les tendances politiques qu'il y a dans le Hirak. Est-ce que vous pensez que le mouvement populaire n'a cessé d'appeler à une nouvelle forme morale politique? Vous avez parlé de conscience politique des Algériens qui transcende les faux clivages et les catégories du régime islamiste, laïque, francophone, arabophone, éradicateur, non éradicateur. Est-ce que les jeunes du Hirak ont brisé ces divisions? Ils ont été brisés dès le début de la révolution. Les Algériens ont compris que nous sommes dans un pays où la diversité est une réalité, c'est un fait. Donc, soit on décide de la voir comme une richesse, un atout, soit on décide de rester sourd, de ne pas voir cette vérité en face et essayer de manipuler sur des questions d'idéologie, sur des questions d'appartenance régionale, identitaire et autres. Dès le départ, les Algériens, quand ils sont sortis en 2019, ils ont décidé de faire de cette diversité un atout. Donc nous avons agi de façon unitaire tout en respectant notre diversité. Il y a toujours eu différents slogans qui ont été entendus à travers les marches un peu partout. C'est vrai qu'il y a des slogans qui sont plutôt des slogans politiques bien structurés. Il y a d'autres slogans et c'est normal qu'ils sont un peu plus populistes qu'autre chose, mais c'est une question, c'est des slogans tout à fait normaux dans une révolution. Mais pour l'essentiel, les Algériens, ils disent que nous voulons aller vers Dawla Madaniya Machi Askariya. Donc c'est le slogan principal qui revient à travers les différentes wilayas du pays. Les Algériens disent que nous voulons aller vers le Jazair Khora démocratique. C'est un slogan qui revient régulièrement. Les Algériens le veulent, ils disent régulièrement s'il y a des Ja'biya, marhala intiqaliya. Voilà, c'est des slogans politiques, c'est des slogans qui apportent des solutions aux problèmes que vit l'Algérie, mais c'est pas parce qu'il y a un certain nombre de slogans qui passent bien quand on les sent en cœur qu'on nous devons paniquer. Il ne faut rien imposer à ce Hirak. Il y a des slogans, j'ai remarqué depuis 2019, il y a des slogans qui durent 15 jours, un mois, ils disparaissent. Mais les slogans qui sont restés dès le début jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été abandonnés. Si c'est par un slogan, on a peut-être un quatrième ou bien un cinquième. Je ne vais pas beaucoup prendre votre temps. Je sais que je vous remercie beaucoup de nous accorder cette interview. Mais ma dernière question, M. Mohsen Belabès, concrètement, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une négociation entre l'armée et le Hirak? On a entendu des slogans, vous avez parlé des slogans, Salim ou Solta des Sha'b, remettez le pouvoir au peuple. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une négociation entre l'armée et le Hirak, sachant que l'armée refuse et le Hirak n'a pas de représentant ou de plateforme politique tangible? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Mohsen Belabès? Non, pour l'instant, ils sont têtes, mais on n'a pas d'autre choix que d'aller vers un dialogue ouvert. Vous pouvez l'appeler négociation si vous voulez. Moi, ce n'est pas important pour moi qui va négocier au nom du pouvoir de ces militaires ou bien civils, chef du gouvernement ou bien chef de l'État. Le plus important, c'est qu'il doit y avoir de la volonté politique de part et d'autre, mais il ne s'agit pas, comme c'est le cas actuellement, de rencontres bilatérales entre quatre murs avec un chef de l'État qui vous annonce des décisions qu'il a prises de façon unilatérale et qui vous enjoint, en tout cas même si vous ne vous enjoint pas, vous faites le boulot à sa place, vous amplifiez ces décisions, vous les annoncez au grand public. Le dialogue dont on parle, c'est un dialogue qui doit associer tous, tout le monde. C'est un dialogue au cours sur lequel nous devons nous mettre d'accord sur l'ordre du jour, sur ces mécanismes, ces objectifs, et bien sûr réfléchir de façon
solidaire sur la feuille de route qui lui permettra de faire sortir le pays de cette crise. Rien ne doit être imposé. En tout cas, ils ne sont pas dans une position de force pour pouvoir imposer quoi que ce soit au Hirak ou bien au peuple algérien. Mais la demande des Algériens n'est pas compliquée. La demande des Algériens est très simple. Tamdin, le hukm, c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde maintenant. L'instauration de l'état de droit démocratique, c'est la norme un peu partout. Très bien. Est-ce que vous êtes optimiste, M. Mohsen Belabbas, pour l'aboutissement de cette révolution du Hirak? Bien sûr, je suis optimiste. C'est ce qui fait que je marche dans la rue avec mes concitoyens chaque vendredi. C'est ce qui fait que régulièrement, j'essaie d'apporter ma contribution donc à cette révolution avec les moyens dont je dispose. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Vous savez, quand vous êtes un parti d'opposition en Algérie, c'est juste le nom, un parti politique. Il n'y a aucune reconnaissance vraie. Même si vous avez agrément, vous êtes exclu des espaces médiatiques. Souvent, vous n'êtes pas autorisé d'organiser des activités. Souvent, vous êtes réprimé, encerclé par les forces de répression, mais ça ne nous a pas empêché de nous dire que nous sommes des citoyens de ce pays. Nous devons nous mettre du côté de notre peuple. Et moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un résultat. Merci beaucoup, Monsieur Mohsen Belabbas, président du RCD qui a été avec nous. Merci pour votre temps et pour cette interview exclusive après donc votre décision de boycotter les législatives, les élections prochaines le 12 juin prochain. Merci à vous. C'est une surprise. On a le professeur Houari Addi, professeur émérite Sciences Po de Lyon, qui est avec nous. Professeur Houari Addi, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Barakallahu fik, barakallahu fik. Allah yabarak fik. On est très content de vous avoir dans cette émission. Si Houari Addi, bien sûr, vous suivez de près ce qui se passe en Algérie. La reprise de Hirak a été très forte. On vient juste d'écouter l'intervention de M. Mohsen Belabbas. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous pensez donc de cette reprise vendredi 109, c'était hier, bien sûr qui coïncide avec la journée de la victoire, journée historique, 19 mars 62. Votre lecture, Monsieur Houari? Ma lecture, c'est que le Hirak est une expression de la société profonde et une demande de changement de régime dans le long processus de construction de l'État. C'est-à-dire que l'Algérie est en train de construire son État et des raisons historiques diverses ont fait que ça s'est bloqué au niveau du pouvoir exécutif et la hiérarchie militaire ne veut pas aller au-delà du pouvoir exécutif. Parce que l'État, c'est l'autonomie du pouvoir législatif, l'autonomie du pouvoir judiciaire et évidemment le pouvoir exécutif. Et donc, c'est parce que on ne peut pas dire qu'en Algérie, il y a un État. Il y a une administration de l'État et c'est pour ça que nous avons tant de problèmes. Le Hirak demande un État. Et je crois que ce qui est extraordinaire et positif, c'est que cette demande, qui rassemble des millions de personnes, se fait de manière pacifique. Et ce pacifisme vise directement les généraux pour leur demander de prendre conscience. Ce pacifisme signifie que le Hirak, évidemment, il n'est pas contre l'armée parce que c'est son armée. On ne peut pas être contre son armée. Mais il n'est même pas contre les généraux. Et donc ce pacifisme est une demande de prise de conscience des généraux pour
accepter les demandes du Hirak. Alors là, il y a plusieurs difficultés, évidemment. La première difficulté, c'est malheureusement l'héritage de la décennie noire. Il y a des gens au sommet de l'État qui ont peur. Il faut le dire. Mais est-ce que sur cette question, professeur Houari Addi, est-ce que vous pensez que les militaires ou les détenteurs du pouvoir, si on peut dire ça, est-ce que vous pensez que ce point leur fait peur? Oui, certains. C'est-à-dire qu'il y a des généraux, il y a des officiers supérieurs qui n'ont fait que exécuter des ordres. C'est pas l'armée qui a commis des dépassements. C'est des individus qui ont abusé de leur autorité avec la tenue. Bon, ça ne devrait pas être un point qui bloque l'avenir de ce pays. Ce point est négociable. Mais c'est ce qui bloque pour l'instant. Il y a un deuxième facteur qui bloque, et il ne faut pas le sous-estimer. C'est que ce régime, il s'est mis dans l'impasse. Vous savez qu'il n'y a pas, ce régime n'a pas de chef. Avec qui les gens vont négocier? Abdelmajid Tebboune n'a pas l'autorité de faire des réformes. Chengriha ne peut pas imposer aux généraux une solution politique. Ils vont lui dire, vous êtes un chef technique, vous n'êtes pas un chef politique. Le régime, depuis la mort de Boumediene, le régime n'a pas de leader. Donc avec qui négocier? Voyez-vous, ça veut dire ceux qui disent... Le Hirak n'a pas de représentant, l'État n'arrive pas... donc la question qu'il faut poser, c'est que le régime n'a pas de représentant. C'est ce que vous voulez dire. Pardon. Ce que vous voulez dire, c'est ceux qui posent la question que le Hirak n'a pas de représentant, mais la question qu'il faut se poser, le régime n'a pas de représentant lui-même. Alors, non, le régime a des représentants, mais le régime n'a pas de chef. Il n'a pas de leader. Parce qu'ils ont vidé, ils nient la dimension politique de la société, et même leur régime n'est pas fondé politiquement. Un régime doit avoir un chef politique. Le chef politique, c'est une autorité politique, mais aussi morale. Imaginez-vous que Boumediene était vivant aujourd'hui. C'est une hypothèse. Il aurait demandé à une dizaine ou à une quinzaine de personnes qui représentent le Hirak et il discuterait avec eux. Bon, vous allez me dire peut-être qu'il les mettrait en prison. Non, avec le nombre, les millions de gens qui manifestent, il ne les mettrait pas en prison, parce que c'est une évidence qu'il faut aller vers le changement. Il aurait négocié avec eux. Or, le régime algérien n'a pas de leader qui pourrait imposer une solution politique à la hiérarchie militaire et au régime. Ça c'est. Mais bon, la situation est en train de mûrir. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus d'officiers supérieurs qui sont en train de réfléchir à une solution. Parce que là, quand ils verront que vraiment la société veut un changement de régime, c'est pas le régime qui va gagner. C'est pas le régime. Mais quand on voit, c'est le Houari Addi, on aimerait bien comprendre la logique de votre analyse. Mais quand on voit ce qui se passe en Algérie, on est en train de... on a décidé qu'il y ait des élections législatives le 12 janvier. Donc, on parle d'une feuille de route du régime et on parle donc d'élections. On ne parle plus de revendications du peuple algérien. Le régime est en train de dire qu'une bonne partie des revendications algériennes, des revendications du peuple algérien, donc a été prise en compte. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai décalage entre la logique du régime et la volonté du peuple algérien? Il y a un vrai décalage. Et il y a, parce que, écoutez, l'état-major ou la hiérarchie militaire, c'est avec ses satellites, disons une centaine de personnes. Il est difficile de faire l'unanimité parmi 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes, il y a, je ne sais pas quelle est la proportion, de gens qui pensent que
ils peuvent satisfaire les revendications du Hirak avec une nouvelle Assemblée nationale. Mais alors, les gens disent, les manifestants disent que dans les conditions actuelles, il n'est pas possible d'avoir des élections qui donneraient naissance à un pouvoir législatif souverain. Voyez-vous? Et donc les gens vont refuser ces élections. Eh bien, ce sera le blocage, mais le blocage va durer encore 6 mois ou 1 an, jusqu'à ce que les généraux se rendent compte qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer à une transition. C'est un rapport de force. Et tant que à Alger, Oran, Constantine, etc., il y a des centaines ou des dizaines de milliers de gens qui manifestent, forcément, à un certain moment, les généraux vont tirer la conclusion que c'est plus possible. C'est plus possible parce que ça risque de se radicaliser. Déjà, c'est en train de se radicaliser verbalement. Qui dit al-mukhabarat irhabiya, al-mafia al-askariya, c'est une radicalisation verbale. Voilà le résultat des généraux. Là, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une manœuvre aussi de régime de pousser le Hirak à la radicalisation? Répétez votre question, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une manœuvre du régime de pousser le Hirak à la radicalisation, malgré que les analyses qu'on a entendues ces derniers jours ou dernières semaines qui disent que ces radicalisations ne sont pas venues comme ça, que ces slogans dont vous avez mentionné ne sont pas venus comme ça, parce qu'il y a eu des abus contre des citoyens algériens commis par les services de sécurité. C'est une hypothèse, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je vais vous dire. Le Hirak, il veut être pacifique. Il l'a déjà. Et du côté du régime, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait de la violence. Parce que s'il y a de la violence, le régime ne va pas s'en sortir. Vous savez, Nasser, je vais vous dire une chose. S'il y a de la violence, le régime s'effondrera dans la violence. Et ce qu'il faut, il ne faut pas que le régime s'effondre. Il faut que le régime opère une transition graduelle, pacifique. S'il y a de la violence, le régime s'effondrera dans la violence. Vous ne pouvez pas neutraliser par la violence des dizaines de milliers de personnes. C'est pas possible. Surtout que il ne faut pas croire que toute l'armée est derrière les... C'est vrai qu'il y a la solidarité de corps. Et il faut qu'il y ait la solidarité de corps. Et il faut qu'il y ait le respect de la hiérarchie. Il faut que les commandants, les colonels obéissent aux généraux dans le cadre de la hiérarchie militaire. Et il ne faut pas toucher à l'unité de l'armée. Mais il ne faut pas croire que tous les colonels, toutes les unités opérationnelles sont d'accord avec cette position politique des généraux. Ils se disent, il y a le shaitan, ils nous foutent la paix. Et qui se réconcilient avec leur peuple. Parce que là, il y a un différend entre la hiérarchie militaire et le peuple. Il faut qu'ils le résolvent. C'est pas dans l'intérêt des personnes, c'est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des générations. Donc, ils vont. Là, c'est leur dernière cartouche. Chouf, du temps de Gaïd Salah, mais Gaïd Salah, c'est pas quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui est d'une autre génération, mais il fait. Le RSA, le règlement service armé, mais il est général. Il est capitaine. Bon, bref, l'histoire a fait qu'il est général. Il ne connaît pas la grammaire politique. Il a voulu faire un passage en force der Tebboune. Tebboune, miskin, Allah ghalib alih. Hchicha talba maïcha, ma rafahem walou Tebboune, qu'est-ce qui se passe? Ma rafahem walou, qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont passés en force, ils ont imposé Tebboune. Et là, ils veulent passer en force pour imposer une assemblée nationale. Mais ça ne réglera pas le problème. L'élection de Tebboune n'a pas réglé le calcul des généraux, c'était
Bon, on va élire un nouveau président. Vous allez élire un nouveau président où ça n'a rien réglé. Très bien. Ils vont faire une nouvelle nationale, ça ne va rien régler, Tanik. Très bien. Donc, le Hirak, il est en train de... Si le Hirak continue après le 12 juin, après les élections législatives, forcément, ça va bouger au niveau de la hiérarchie militaire. Il va y avoir des généraux qui vont dire, écoutez, ça suffit. Jusqu'où on va aller comme ça? Parce que tous les généraux ne sont pas corrompus. Et tous les généraux ne veulent pas la reproduction de ce régime. Mais ils sont solidaires. C'est normal, la solidarité de corps. Mais à un certain moment, cette solidarité, ils vont dire, écoutez, où est-ce que on va comme ça? Où est-ce qu'on va? Donc vous pensez qu'à certains moments, on sortira de cette impasse si le Hirak continue avec la même force dont on l'a vu ces dernières semaines? Chauffe. Si le Hirak se maintient avec ce niveau de mobilisation, il y aura un changement au niveau de la hiérarchie militaire, un changement de position. Ils vont changer de position. S'ils ne changent pas de position, Allah yastar, ce sera le scénario syrien ou le libyen. Allah yastar. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Personne ne veut le scénario libyen ou dans la hiérarchie militaire. Personne. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Là, je suis optimiste dans le moyen terme. Parce que, là, je suis optimiste. هذا طالب تاريخي خارج من عمق المجتمع وفي التاريخ نتاعنا c'est la continuité du congrès de la Soumam, c'est et puis la mémoire sociale l'Algérie coloniale, il y avait plusieurs partis. Boumediene a enlevé les partis, mais Boumediene, il avait séduit une majorité de la population avec un programme, industrialisation, médecine gratuite, scolarisation massive. Les Algériens ont dit d'accord. Allah inalbou le multipartisme. Il y a la dignité. Mais ce programme de Boumediene a échoué. Donc il faut revenir au multipartisme. Le multipartisme a été suspendu par Boumediene qui avait un programme. Mais les généraux actuels, ou les Tebboune, ils n'ont pas de programme. Pourquoi vous truquez les élections? Parce que le trucage des élections, c'est la suspension du multipartisme. Pourquoi vous suspendez le multipartisme? Boumediene avait une raison, il avait un programme. كان يقول له كان نروحوا للانتخابات يقول الناس اللي عندهم دراهم هما اللي يربحوا الانتخابات. Il avait un peu raison, les gens ont cru. Mais Lyon, quel est l'argument? Pourquoi vous truquez les élections? Pourquoi? Quel est l'argument? Pourquoi vous maintenez le DRS? Le DRS, c'est un service d'espionnage et de contre-espionnage. Pourquoi vous le détournez de ses fonctions? Le DRS, il n'espionne pas, ou là, il ne surveille pas les espions étrangers qu'il y a en Algérie, les puissances étrangères. Des espions, Fijézer. Là, vous surveillez Yahya Abdelnour, défenseur des droits de l'homme, ou la Karim Tahbou, ou le Mohsen Blaabbas, un chef de parti légal, et vous ne faites pas votre travail. En quoi Mohsen Blaabbas est un danger pour le pays? En quoi? Voyez-vous, le DRS a été détourné de sa fonction. Le DRS, il revient. Les gens qui sont dans le DRS devraient demander cela. On poursuit un journaliste ou quelqu'un qui manifeste ou quelqu'un. D'abord, c'est illégal. C'est illégal. Vous avez parlé, professeur Houari Abdi, des puissances étrangères. Vous avez parlé des puissances étrangères, Sidi Houari Abdi. Et là, ma prochaine question. Dernièrement, donc, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a condamné l'Algérie par rapport à ses dépassements en termes des droits de l'homme et a qualifié le mouvement Hirak de mouvement démocratique. Est-ce que vous pensez que le fait que le Hirak donne cette image de pacifisme, de combat démocratique, peut mettre de la pression sur le régime algérien?
Bien sûr, et ils ont raison de le faire. Et pourquoi ils ont raison de le faire? Parce que l'Algérie a signé des traités. L'ONU ne condamne pas la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord l'ONU n'a pas signé de traité. Donc tu signes un traité international, tu dis je ne torture pas, il est et tu tortures. خرج من التريتي. ما تزعقش بالغاب الناس. فهمت؟ ما ديرش خدمة شحال. C'est pour ça qu'il ne se comporte pas sérieusement avec les traités internationaux qu'il signe. فهمت؟ لو كان طبق les traités internationaux que l'Algérie a signés, le DRS, je ne parle pas de son activité espionnage et contre-espionnage. Le DRS est une organisation illégale. Ces activités sont illégales. C'est illégal de contrôler, de surveiller un syndicaliste, un journaliste. C'est illégal. Bon, maintenant, si vous voulez que la communauté internationale ne condamne pas, ben, il faut vous retirer de la communauté internationale. C'est-à-dire, vous dites, ça y est, je ne signe plus. Je ne signe plus, je dénonce ces traités. Mais vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Personne ne condamne la Corée du Nord. Très bien. Très rapidement, vous êtes professeur émérite à Sciences Po de Lyon, mais aussi vous coopérez avec plusieurs institutions et universités dans le monde entier. Quel message vous avez pour cette jeunesse et surtout quand on voit les étudiants qui sortent chaque mardi? Quel message vous avez pour cette jeunesse algérienne qui crie pour une démocratie? Vous savez, bon, je suis invité par différentes universités étrangères, que ce soit aux États-Unis ou là en Europe, mais ça c'est pas le. Je suis à la retraite de l'IEP de Lyon, où j'ai enseigné pendant 20 ans, mais auparavant j'ai enseigné pendant 20 ans à l'université d'Oran, que j'ai quitté malheureusement en 94 ou 95 à la suite des événements tragiques que nous avons connus. Mais je suis vraiment aux anges quand je vois cette jeunesse, ces étudiants qui sont d'abord avides de savoir et qui sont aussi qui expriment un sentiment de dignité sans aucun complexe d'infériorité vis-à-vis du français ou de l'italien ou de l'américain. Les jeunes Algériens, et ils ont reçu ça du mouvement national. Et ça, c'est un acquis du mouvement national. Parce qu'il y a une mémoire sociale qui travaille cette société. Vous comprenez? Et ils sont fiers d'être Algériens, et maintenant ils veulent être fiers de leur armée, de leurs généraux, de leur État, et c'est pour ça qu'ils se soulèvent, et ils se soulèvent pour que l'université, entre autres, puisqu'il n'y a aucun secteur qui fonctionne en Algérie, ou presque, où les secteurs fonctionnent mal, ils veulent que l'université leur donne un niveau de formation scientifique comme en France, ou là en Angleterre, ou là en Italie. Et ça fait partie de la construction de l'État. Le dysfonctionnement de l'État se reflète dans le dysfonctionnement et la mauvaise qualité de l'université. Et donc c'est pour ça que ces jeunes, ils sont, et cela fait plaisir, quand une jeunesse est revendicative, quand elle milite, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Surtout que ce pays leur appartient. Vous comprenez? Et moi je suis ravi depuis que le Hirak, surtout que ça se passe sans une goutte de sang. Alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah. Parce qu'on en a marre de la violence. Et c'est ça qui a fait la force de ce Hirak, c'est son pacifisme, professeur Hawarian. Très rapidement, comme ça, je vais donner la parole à d'autres. Une prise de conscience extraordinaire, une prise de conscience collective, parce que même le policier, il est là, qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut pas passer du côté des manifestants. S'il y a un seuil, il passera du côté de... Mais les militaires aussi. Et ce sont des Algériens, ce sont des citoyens
qui, dans le cadre de la division sociale du travail, l'un est paysan, l'autre il est soldat. Vous comprenez? Et nous sommes tous de la même chair. Il y a un esprit civique, un esprit nationaliste qui nous unit. C'est pour ça que même j'ai une orientation politique, je suis, je sais pas, laïque ou là, même si c'est un islamiste, ما نكرهاش au point de souhaiter sa mort. Mais je demande à ce que نغلبه في الانتخابات. Ou la نغلبه dans un débat. C'est en termes d'idées et de projets politiques. Voilà. Tout à fait. Vous savez pourquoi? Et ça, c'est un principe constitutif de la philosophie politique moderne. Vous savez pourquoi? Dans la nation, il n'y a pas d'ennemis. Dans la nation, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des adversaires. Nous sommes des adversaires. L'adversaire, l'ennemi, c'est celui qu'il faut neutraliser, même s'il le faut militairement. Mais l'adversaire, il faut juste le battre par des moyens politiques, par des élections. Le Hirak a compris quelque chose de formidable de la philosophie politique. Les Algériens ne sont pas des ennemis entre eux. Les Algériens sont des adversaires entre eux, comme dans toutes les sociétés du monde. Que ce soit en France ou là aux États-Unis ou là en Angleterre, les Français et les Américains, ils se disputent, ils s'insultent, ils se critiquent. Voilà, c'est l'adversité politique. Nous ne sommes pas. C'est pour ça qu'on fait intervenir l'armée contre les ennemis, contre l'ennemi de la nation. L'ennemi, c'est un danger pour l'unité nationale et pour la stabilité de l'ordre public. C'est pour ça qu'on fait intervenir l'armée. Mais dans les disputes Taouana, Binatna, on ne fait pas intervenir l'armée. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi. Je ne suis pas ennemi je ne sais pas moi, à un homme politique ou à un chef de parti politique en Algérie. Je suis son adversaire politique. Et c'est la majorité électorale qui tranche entre nous. Voyez-vous, ce n'est pas le oui. On était ennemis aux Français. On était ennemis. On a créé une armée pour les combattre. Parce que c'est des ennemis. Mais non, entre nous, on n'est pas ennemis. On est des adversaires. Et c'est sûr qu'on comprend. Très bien. Un dernier mot très rapidement, Houari Abdi. Si vous avez un mot, avant que je donne la parole à mes invités. J'ai de l'espoir. Il y a des dizaines de milliers d'Algériens qui sortent maintenant chaque vendredi. Il faut espérer que ça continue. Sans goutte de sang. Ou Inch'Allah, Ya Rabbi, les généraux vont prendre conscience de le Hirak qui n'est pas contre eux. Il est contre un système qui bloque le développement économique et social de l'Algérie. Il n'est pas contre eux. Et donc, il faut qu'ils cessent d'être des militants politiques portant une tenue pour devenir des soldats de la République. Le Hirak veut que le général soit un soldat de la République, sous l'autorité d'un chef politique élu par la population. Merci à vous, professeur Houari Abdi. Allah yabarak fik. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Professeur Houari Abdi, professeur émérite Sciences Po de Lyon. Barakallahu fik. Et je m'excuse auprès de mes invités. Peut-être j'ai donné un petit peu plus de temps parce qu'on a beaucoup de mal à le joindre, le professeur Houari Abdi. Donc, quand on l'a, on essaye de lui donner un petit peu plus de temps. Je m'excuse auprès de Hossein Jidel et de Nabila Ismail qui est avec nous, on me dit, avocate et militante politique. Maître Nabila Ismail, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et désolé, je pense que j'ai donné un petit peu plus de temps et si vous êtes en colère contre moi, je peux le comprendre. Maître Nabila Ismail. Je serai en colère si vous me coupez la parole. Je demanderai donc à la technique de nous donner un petit peu plus de temps. Maître Nabila Ismail, très rapidement. On apprend toujours quand ce professeur Houari Abdi, nous devenons tous des étudiants et nous apprenons toujours. Maître Nabila Ismail, si on revient un peu sur la journée d'hier, très rapidement, comment peut-on la qualifier le vendredi 109, bien sûr,
mais aussi des quelques déclarations qu'on a vues, qu'on a entendues. Le Hirak Belhimerdi, qui n'est plus le Hirak, c'est le Tahrak, comme il l'a qualifié, mais aussi ces élections qui ont été donc qui vont être organisées le 12 janvier, nous dit-on. Et comment aussi vous voyez cela, et surtout ce boycott, la décision du parti du RCD. Mohsen Boulabbas était là avec nous. Donc, le RCD va boycotter ces élections. Et j'aimerais bien entendre quelle est l'approche du FFS. Maître Nabil Asmaï. Bon, d'abord, on commence par la première question relative à la marche au vendredi 109, qui a coïncidé avec le 19 mars. Aïd al-Nasr, ou bien le 19 mars, négociation des viands. Et on a bien parlé de négociation, pas de dialogue. Donc, c'était un vendredi de détermination, un vendredi qui confirme encore une fois que le pouvoir porte en lui les raisons de sa déchéance et de sa disparition, parce que c'est un vendredi qui a renoué avec les slogans politiques et avec les revendications de la rue, revendications politiques de la rue. Parce que hier, vendredi, la marche de vendredi d'hier a été caractérisée par le retour des slogans des premières marches de février 2019 relatives à Isqat al-Nidam, Isqat al-Isaba, et l'intikhabat ma'a al-Isaba. Donc, ça a été vraiment le retour des slogans forts, les slogans phares de la révolution. Et le peuple, ce qui m'a épaté hier, c'est que les jeunes qui nous avaient interpellés en tant que figure du Hirak nous demandaient d'aller vers Tsaïd, nous demander des mécanismes de Tsaïd. Donc, il commence à y avoir une certaine colère, mais qui n'est pas très visible, qui ne touche pas au caractère pacifique du Hirak, mais il y a une certaine colère quant à la provocation des porte-paroles du pouvoir illégitime. Quand vous avez un Belhimel qui vous dit Tahrak machi Hirak, bon, Tahrak hada, écoutez, moi je ne réponds pas à ces personnes-là qui sont là pour dire ça. Ces personnes-là sont payées, elles ont été récompensées par des postes. Parce que pour ceux qui connaissent Belhimel, c'est un virage à 190 degrés. Donc, moi, je ne répondrai pas parce que quand on a réussi à vendre son âme au diable, moi, je ne peux pas juger ça. Je ne réponds pas. Mais ils sont dans leur rôle. Et le Hirak est dans son rôle. Vous savez, pour ceux qui parlaient d'entamer un dialogue avec le pouvoir, le dialogue se fait tous les vendredis dans la rue. Chaque fois qu'il y a une provocation, la rue répond vendredi, les étudiants répondent les mardis par un rejet. Maintenant, il y a la question cruciale qui est posée, jusqu'à quand et comment est-ce qu'on pourra tenir le rythme. C'est pour ça que la question de Tsaïd revient. Sous quelle forme, comment, et le génie collectif est en train de travailler là-dessus. Maintenant, que ce pouvoir est en train de jouer au sourd, alors qu'il n'est pas sourd. Il sait ce que veut le peuple, il sait ce que réclame le peuple, et il sait surtout ce qu'il ne veut pas. Ce peuple ne veut pas de ce régime, ne veut pas de ce pouvoir. Ce peuple veut un passage pacifique vers une deuxième république à travers cette passerelle qui est la période de transition. Et ça, c'est pas sorcier. Ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait dans d'autres pays, mais nous pouvons faire notre propre modèle, nous pouvons faire notre propre transition qui répondrait à la nature de l'Algérien, à la nature du régime politique algérien et à la nature des aspirations des Algériens. Parce que je n'ai pas à calquer, je n'ai pas à ramener l'expérience chilienne ou l'expérience du Venezuela ou de la Tunisie. Il y a des spécificités algériennes qu'il faut prendre en compte. L'Algérien a connu toute forme de traumatisme. Donc, quand professeur Rouari Addi parlait
de ces deux poids ou de ces deux poids qui font peur au régime et qui font peur à l'état-major militaire, notamment la décennie noire et la corruption pendant le temps de Bouteflika. Il y a deux dossiers où les généraux ont été impliqués. Ces deux dossiers n'ont jamais été ouverts. Ils n'ont jamais été ouverts pour qu'on en finisse. Parce que ces deux dossiers-là tiennent en otage l'avenir de l'Algérie. Il faudra qu'on en finisse. Maintenant qu'on parle de réfléchir sur une période de transition, sur une justice transitionnelle, où on pourrait parler d'une amnistie pour sauver l'Algérie, c'est une question à débattre. Parce que tant que les généraux de la décennie noire ont peur d'être jugés, on ne va jamais s'en sortir. Ils prennent en otage l'Algérie. Donc, n'y a-t-il pas lieu de les ramener à une table de négociation pour dire, bon, vous pouvez partir, demandez pardon au peuple et partez. Laissez-nous l'Algérie. Il y a ce débat commence à faire son chemin. Vous savez, les négociations d'Évian, quand ils sont partis pour négocier et Ben Yahya et Selim Belkacem, ils n'ont pas tout arraché à la France d'un coup. Ils ont fait des concessions. Tout n'a pas été arraché d'un coup. Donc on ne peut pas imaginer que le pouvoir puisse nous remettre les clés de l'Algérie du jour au lendemain. Donc il faut avoir le courage de parler de mécanismes de négociation. Comment négocier et avec qui. Maintenant, avec qui j'ai entendu quelque chose de très intéressant, parce que le pouvoir n'arrête pas de dire le Hirak n'a pas de représentant. C'est très intéressant de souligner que le régime aussi n'a pas de représentant. Maintenant, s'il y a négociation, il faut négocier avec les véritables tenants du pouvoir. Très bien. Si on revient un peu sur cette décision du RCD de boycotter donc ces élections législatives, quelle est la position du FFS, sachant que vous faites partie de ce parti, Maître Nabil Esmaïl? Bon, d'abord, la décision du RCD est une décision tout à fait cohérente avec son engagement avec le Hirak dès le début et avec son adhésion au pacte de l'alternative démocratique. Donc, il est dans son rôle et dans sa cohérence. Quant au FFS, le FFS, je peux répondre à l'aveuglette parce qu'il y a un conseil national qui est convoqué pour le 3 avril. Donc, je pense qu'avec la résistance de la base militante, avec le rejet de la base militante, avec le rejet des militants qui n'arrêtent pas il y a une grogne à l'intérieur du FFS, et ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, une décision aussi importante et une décision politique de cette taille-là ne peut pas être prise par 2 ou 3 personnes. Il y a un conseil national et ce conseil national a une responsabilité historique parce que accepter d'aller dans une élection programmée par un régime rejeté par la rue, c'est un suicide politique. C'est un suicide politique. Donc on ne peut pas imaginer que le FFS, avec son patrimoine historique de résistance et de lutte politique, puisse s'inscrire dans l'agenda du pouvoir. Ça, c'est inimaginable. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une haute trahison du FFS. Moi, en tant que militante du FFS, je ne peux pas imaginer que les membres du Conseil national vont décider ou avoir le courage de voter une participation. Ça serait voter la mort du FFS et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable et ça ne peut pas se faire. Ils n'ont pas le droit de faire, donc que chacun assume ses responsabilités historiques. Très bien, reste avec nous, Maître Nabil Esmaïl. Je vais revenir à mon premier invité, M. Hussein Djeddel. M. Hussein Djeddel, d'abord, je m'excuse. Je vous ai fait attendre et je m'excuse pour ça. Hussein Djeddel, quand on entend le mot Saïd, et on l'a vu, on l'a entendu hier dans les marches d'hier, qu'est-ce que cela signifie pour vous et pourquoi donc aller dans l'accentuation du Hirak? Oui, je me permets, Nasser, parce que ce que M. El-Hawari a dit, il est très étonnant d'un professeur, mais bon, les gens qui sont malheureusement encore dans la pensée normative, je ne sais pas comment un professeur il peut dire si ça sera la Libye et la Syrie, mais je ne sais pas d'où il détient ces informations.
La Libye, c'est un conflit international sur la terre libyenne. La Syrie, c'est pareil, entre les chiites et les sunnites, une minorité qui gouverne. Il est où l'élément extérieur dans la révolution algérienne? Et quand il parle de radicalité, est-ce qu'il y a une révolution sans radicalité? J'ai l'impression que M. Houari a dit et changement graduel, etc. Mais avec qui vous font... Et puis, la radiographie qu'il a donnée de l'armée, elle est totalement fausse. Elle est totalement fausse. Cela veut dire que depuis la mort de Boumediene, depuis 1978 jusqu'au 2021, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de chef. C'est comme ça. Écoutez, je suis là pour parler de la révolution. C'est toutes les craintes, même exprimées par un professeur, ne sont pas des vérités scientifiques. Ils ne reposent sur aucun élément absolument. Et puis, nous n'avons pas entendu M. Houari Addi parler des généraux. C'est Hossein Djidel. C'est Hossein Djidel parce que si Houari Addi n'est pas avec nous. Il ne faut pas semer la confusion. Vous avez le droit de donner votre analyse, comment vous le voyez. Oui, vous avez le droit de dire que vous êtes contre donc son analyse. Mais comment vous voyez donc les choses vous-même, c'est Hossein Djidel? Oui, Nasser, mais attendez, parce que je pense qu'il est en train, peut-être consciemment, inconsciemment, en train de vendre une version de l'armée. Il y a des généraux qui vont prendre Midou. Donnez-nous des noms des généraux honnêtes, des gens qui pensent au pays. Il n'y en a pas. Si vous êtes général, ça veut dire que vous faites partie du club. Vous n'aimez pas ce peuple. Vous ne reconnaissez pas ce peuple. Et vous ne voulez pas l'intégrer. Mais c'est Hossein Djidel, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des nationalistes au sein de l'armée. Peut-être il y a une mainmise de certains généraux sur cette institution. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de nationalistes, il n'y a pas des gens qui aiment ce pays, qu'il y a des gens même qui pensent que le Hirak est une bonne chose. Non, mais écoutez, il n'y a pas un général avec le peuple. Quand vous arriverez à un grade de général, ça veut dire que vous faites partie du club de la mafia. Après, il y a un général qui est au centre de décision, il y a des généraux qui sont hors le centre de décision. Mais ce sont des généraux. Ils trompent tous dans la corruption, dans l'indifférence, dans ils haïssent tous le peuple, etc. Je ne suis pas en train de... Il faut nous dire des noms. Parce que ces gens-là qui se taisent depuis 62, qui se taisent depuis 20 ans, l'Algérie, elle est humiliée. Jour et nuit, ils viennent de me dire qu'il y a des généraux qui font leur travail. Ah, votre travail, c'est d'humilier l'Algérie. Jour et nuit, de torturer les Algériens, de massacrer les Algériens, de faire disparaître les Algériens. Vous volez les Algériens. C'est ça votre travail? Et la police, et le policier qui frappe les vieilles, il frappe les enfants, il frappe. Est-ce que cela, bon, il a des excuses. Par contre, le peuple qui est pacifique, ah oui, il y a de la radicalité verbale, etc. Et le peuple, toute expression dans la rue à Nasser est une expression de la souveraineté du peuple. Et personne ne peut contester au peuple de s'exprimer souverainement. Nous sommes dans une révolution. Nous ne sommes pas dans une contestation. Nous ne sommes pas dans d'une vie politique normale. D'une révolution. Ça veut dire quoi la révolution? Il y a que la s'il y a de la radicalité, eh ben, la majorité des Algériens sont des radicaux. Et c'est ça les Algériens. Il faut accepter les Algériens. On ne peut pas changer les Algériens. On doit changer ces gens-là et ils doivent partir. Bon, revenons au sujet de Tassaïd. Écoutez, le peuple, il est dans un sens de Tassaïd. Il est dans le Tassaïd. Il veut absolument finir avec ce régime qui ne maîtrise plus rien. Écoutez, la situation que vivent les Algériens actuellement est une catastrophe. Il y a ce régime qui n'arrive même pas à maîtriser la situation, qui n'arrive même pas à mettre de la liquidité dans les postes et dans les banques. Et ce régime prétend encore être crédible et a le droit de gouverner encore l'Algérie, qu'on trouve une solution avec lui. On ne peut pas trouver une solution avec lui. On négocie. Le peuple, le moment venu, négociera uniquement le départ de ce régime. Très bien. Et quand est-ce que ce régime, pardonnez-moi juste un mot, ce régime, tant qu'il n'a pas créé un climat d'apaisement tel qu'a été déterminé par le Hirak en juillet 2019, il n'y a aucune volonté de discuter avec ces gens-là. Il n'y a aucune, absolument aucune. Ces gens-là, ils veulent dire
ou nous, ou rien. Très bien. Reste avec nous, Houssine Djid, parce que je dois donner le temps. On a été rejoint par Monsieur Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS depuis Alger. Si Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, marhaba bi. Bonsoir, Azul Karim. Si on revient un peu sur la situation que vit notre pays, hier c'était le vendredi 109 bien sûr, à Hirak toujours en force, qui dit que je suis toujours là et qui insiste sur ses revendications et son pacifisme. Comment vous l'avez vécu premièrement, mais aussi face à un régime qui ne veut pas lâcher et qui parle d'une feuille de route, qui parle d'élections, qui est dans une autre logique complètement différente de la logique du peuple algérien. Votre lecture, Monsieur Karim Tabou? D'abord, le fait que le Hirak est là, c'est un démenti cinglant au pouvoir et au relais du pouvoir qui, souvenons-nous, il y a une vingtaine de jours, il y a un mois, déjà prétendait que le Hirak était fini et que, comme l'a déclaré le chef de l'État, et que les revendications du Hirak étaient satisfaites et que, de fait, le Hirak devait cesser. Mais voilà un démenti cinglant de tous les Algériens qui apportent une nouvelle fois la démonstration que ce ne sont pas les manœuvres du pouvoir, ce ne sont pas les fausses élections, ce ne sont pas les fausses représentations politiques et sociales qui vont être la réponse à une demande claire, simple, du peuple algérien, qui est la mise à mort d'un système qui est responsable de tous les malheurs des Algériens et la mise en place d'un processus qui doit aboutir à l'avènement d'un état de droit. La deuxième est qu'il est clair que vivre ces moments de l'histoire est très important pour un militant. Parce que désormais, le pouvoir mobilise tous ses relais, il essaye de faire appel à tous les relais médiatiques, politiques, intellectuels, entre guillemets, et il mène une vraie contre-révolution. Et donc la présence des militants, vivre ces moments historiques de ce pays dans la rue, aux côtés des citoyens qui se battent pour la dignité de ce pays, pour la démocratie, pour les libertés, pour la mise en échec de ce pouvoir et de ses relais, c'est une très très bonne chose. Voilà. Vous m'entendez, Monsieur Tabou? Karim Tabou? Je pense qu'on a un petit peu. Est-ce qu'il est toujours avec nous, Monsieur Karim Tabou? Je pense qu'on l'a perdu. On va essayer de revenir très rapidement à Nabil Asmaïl. Nabil Asmaïl, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, vous avez dit que si le FFS accepte donc de participer à ces élections prévues le 12 juin, ça serait un suicide politique pour ce parti. Qu'est-ce que vous avez à rajouter, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps? Ce que j'ai à rajouter, c'est cette note très dangereuse du ministre de la Justice qui tombe juste après la mise en détention préventive de l'inspecteur général des OAIC. Là, tout le monde est en train de se poser la question, pourquoi, une fois arrivé au dossier Al-Fassad, qui intéresse le peuple, parce que le peuple, Allah يقول اللي سرق لازم يتحاسب. علاش تجي cette note maintenant? Qui cherche-t-on à protéger? De quel droit une note d'un ministre de la Justice va neutraliser une loi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'un ministre garde des Sceaux demande aux procureurs généraux de ne pas déclencher une enquête sur le Fassad, sur la corruption, sur le détournement de deniers publics, qu'après avoir eu l'autorisation de son département. Ça, c'est très, très grave, parce que ça s'appelle mettre en otage les institutions de l'État.
Ça s'appelle gouverner comme si on était dans une royauté. Qui a demandé à Zarmati de faire une telle note qui neutralise une loi? Qui a ordonné à Zarmati de faire une telle note et qui cherche-t-on à protéger? Il y a toutes ces questions doivent être posées et maintenant la rue, le peuple est arrivé à imposer, doit arriver à imposer cette justice de transition, cette justice qui ne va pas se soumettre à la bonne volonté d'une personne ou d'un clan qui est en train d'utiliser les institutions de l'État, qui piétine les lois de la République. La nouvelle constitution, les amendements de la constitution de 2020 disent que le juge ne se soumet qu'à la loi. Or, cette note est une note anticonstitutionnelle, elle est illégale, elle est tout ce que vous voulez, mais elle porte un coup fatal aux institutions de l'État. Très bien, merci à vous. Maître Nabil Esmaïl, je reviens à Houssine Djidel pour finir, donc clore cette émission. Houssine Djidel, quel est votre le mot de la fin? Donc, comment vous voyez la situation se développer face à toutes ces questions? Le retour du Hirak, il est là, il est imposant, mais aussi de l'autre côté, il y a une feuille de route de régime, si on peut l'appeler feuille de route. Il parle d'élections. Sortir de l'impasse, mais à quel prix? Qu'est-ce que vous en pensez, Houssine Djidel? Moi, je suis confiant que cette révolution va réussir, que le peuple va pacifiquement battre ce régime et que ces généraux, cette mafia militaire, va remettre les clés au peuple algérien qui veulent ou qui ne veulent pas. Pourquoi? Parce que ce peuple est déterminé, ce peuple est la raison, le peuple est la source de toute souveraineté et la source de toute légitimité. Et puis, ce régime qui ne maîtrise plus que l'armée, que les services de sécurité et que la justice qu'il manipule comme il veut. Donc, c'est l'effondrement de ce régime. On assiste à l'effondrement de ce régime. Loin de jeux qui disent, bon, il va faire les élections. Le régime qui ne peut plus assurer de la nourriture, qui ne peut plus assurer même de la liquidité dans les banques et les postes, est un régime qui ne maîtrise plus rien. C'est le Hirak qui maîtrise l'agenda, c'est le Hirak qui maîtrise la rue, c'est le Hirak qui impose le discours politique, les thèmes politiques, et qui impose aussi la solution et qui donne la solution. Et parce que ce Hirak, c'est la volonté du peuple algérien. Et c'est à cette volonté que doivent se soumettre tous, y compris ces généraux mafieux qui n'ont aucune autre solution de remettre les clés au peuple algérien. Trop tard. Le peuple algérien, il a de la patience. On a 60 ans. On a été patient pendant 60 ans. On a encore le temps de patienter. Mais eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils ne maîtrisent plus, parce que le peuple est contre eux, parce qu'ils n'ont aucun moyen de gérer ce pays. Ils n'ont aucune vision, ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de soutien, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et comme vous l'avez dit au début de l'émission, Nassar, qu'il y a des régions qui n'ont jamais bougé. Ils sont maintenant dans le Hirak. Cela veut dire que chaque jour qui passe, le régime perd encore de l'influence qu'il n'a jamais eue. Et maintenant, les Algériens ont décidé de prendre en main leur pays et leur destin. Et ils y arriveront. Ces jeunes qui sont en Algérie arriveront. Merci. Ce sont notre espoir et ce sont notre garantie. Merci à vous, Houssine Djidel, anthropologue et analyste politique qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Maître Nabil Esmaïl, avocate et militante politique. Merci à Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, malgré qu'on l'a perdu, donc un problème de connexion. Merci à M. Mohsen Belabbas, président du RCD, et à professeur Houari Adli, professeur émérite Sciences Po de Lyon. Et après comme ça, je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.